Mes amis, bien le bonsoir. La dernière fois, nous avions parlé d'un cas d'incendie dans un avion. En l'occurrence, c'était le vol FedEx 1406. Nous sommes en 1996 et ce DC-10 avait décollé de la plateforme logistique de cette compagnie, Memphis, Tennessee. Et puis, il devait se rendre à l'aéroport de Logan, à Boston. En cours de route, ils ont eu des alarmes fumées, ils ont pu atterrir in extremis à l'aéroport de Stewart, dans l'État de New York. Et puis, l'avion a complètement brûlé. Mais les 5 occupants ont eu la vie sauve. On va parler d'un autre cas. Un cas un peu plus proche de nous, parce que c'est arrivé en 2010. C'était le 3 septembre 2010, et il s'agira du vol UPS 006. Comme évoqué précédemment, le transport de fret subit énormément de dangers liés justement à l'activité commerciale, c'est-à-dire le transport de marchandises diverses et variées qui vient des 4 coins du monde. Ce vol avait commencé à l'aéroport de Hong Kong. Il devait se rendre à une plateforme logistique européenne de UPS en Europe, qui est à Cologne. En route, il y avait un stop, il y avait une escale à l'aéroport de Dubaï. Donc, l'avion, un 747-400, atterrit à Dubaï, et puis un peu plus tard, le temps de refueler, il repart. Il reprend son envol pour Cologne. Le décollage se passe très bien. On a un équipage de 2 personnes qui apprécient leur avion, qui apprécient leur métier, qui apprécient ce qu'ils font. La preuve, c'est que le copilote va garder l'appareil en vol manuel jusqu'à 11 000 pieds, ce qui est relativement peu courant. La majorité des pilotes de nos jours, une fois qu'ils ont décollé, rentré le train d'atterrissage, le prochain bouton sur lequel ils vont appuyer, ce sera celui du pilote automatique qui restera engagé pratiquement jusqu'à l'atterrissage. L'avion prend son envol, il est sur le point d'arriver à son altitude de croisière, niveau 320, 320, et à ce moment-là, une alarme va se déclencher. C'est une alarme de fumée dans le compartiment cargo. À ce moment-là, le commandant de bord va tout de suite prendre la chose au sérieux. Il va appuyer sur le bouton de la radio dans les 4 secondes et il va contacter le contrôleur aérien. C'était le contrôleur aérien cette fois-ci de Doha dans le Qatar, parce que ils avaient déjà laissé les Émirats loin derrière eux et ils s'approchaient du Qatar qu'ils auraient survolé au bout d'un petit moment. Donc ils contactent le contrôleur aérien lui disant « On a le feu à bord, on doit descendre, on doit atterrir au plus vite ». Le contrôleur aérien répond très rapidement en disant « Droit devant vous, dans vos 10 heures, ça signifie devant vous, mais légèrement sur la gauche, à 100 000 nautiques, 180 km, vous avez l'aéroport de Doha, capitale du Qatar. Est-ce que c'est assez proche pour vous ?» Là, le commandant de bord va prendre une décision un petit peu surprenante. Il va dire non, on va revenir à Dubaï. On va faire demi-tour et revenir à Dubaï. Dubaï, c'était plus loin. C'était 120 000 nautiques. C'était plus loin. Le contrôleur ne peut pas s'opposer à ce genre de projet et il va donc lui dire ok, faites demi-tour et revenez vers Dubaï. Le commandant de bord prend l'avion manuel, donc il va déconnecter le pilote automatique, fait un grand virage et entame une descente. Néanmoins, cependant qu'il fait cela, il réalise que doucement, il est en train de perdre le contrôle de l'appareil. En fait, il réalise que les commandes de vol sont extrêmement molles et réagissent très mal. En fait, la réalité, c'est qu'il y avait un incendie, effectivement, qui est en train de couver dans le compartiment cargo. Cet incendie n'était pas très loin de câbles qui passent sous le plancher du 747. Et en fait, ces câbles-là sont nécessaires, et surtout, ils ont une tension qui doit être réglée pile poil pour qu'ils puissent donner un bon contrôle de l'avion. Le pilote automatique, lui, n'a pas ce genre de problème. Parce que le pilote automatique attaque directement, n'utilise pas les câbles, attaque directement les surfaces de vol par le biais de vérins hydrauliques qui sont là, et n'a donc pas besoin d'engager ou de parler au vérin hydraulique par le biais de câbles en acier. C'est la raison pour laquelle les pilotes réalisent que le contrôle est extrêmement mauvais. Sur ce, ils rebranchent le pilote automatique, le contrôle est ainsi donc rétabli, et la prochaine étape, c'est que ils vont entamer une checklist, ils vont essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, que leur dit leur checklist.
Donc, une des premières étapes qu'ils vont réaliser, c'est arrêter les systèmes de climatisation. Donc, ils ont 3 systèmes qu'on appelle des packs, c'est des systèmes de conditionnement d'air. Et puis, ils vont, 1, 2, 3, les arrêter. Au moment où ils les arrêtent, quelque chose de très indésirable va survenir. Tout simplement, quand il y a un conditionnement d'air, ceci crée une légère surpression au niveau du cockpit. Donc le cockpit reçoit de l'air un petit peu en surpression par rapport au reste, de sorte que s'il y a de la fumée ailleurs, elle ne pourra pas dissiper dans le cockpit. Le problème, c'est qu'avec tous les systèmes arrêtés, la nature reprend ses droits, les lois de la physique, cette fois-ci, vont s'appliquer de manière complètement libre, et cette liberté veut dire que de la fumée noire et âcre va commencer à arriver dans le cockpit. Et elle va arriver très rapidement. Les pilotes mettent leur masque à oxygène et engagent une descente, tout en dépressurisant l'appareil, engagent une descente vers les 10 000 pieds. Très rapidement, les choses vont se gâter. Au bout seulement de quelques minutes, quand le contrôleur aérien leur demande de passer sur la fréquence du service ATC de Dubaï, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que tout simplement, le panneau des radios qui est entre eux, qui est un peu avant les manettes des gaz, n'est plus visible. Parce qu'ils sont en train de baigner doucement dans une fumée noire qui est en train d'emplir le cockpit comme l'eau emplirait une baignoire. C'est en train de monter. Et donc ça cache les instruments, ça cache l'horizon artificiel, l'altimètre, la vitesse et tous les autres boutons situés au milieu entre les pilotes. Ça s'accélère très vite. Et ils ne peuvent pas changer de fréquence. Que vont-ils faire? Il y a un avion qui va entrer en jeu, c'est le Dubai One, un avion appartenant au souverain des Émirats, qui était en vol dans la région sur le golfe Persique et qui va faire relais. Ça veut dire que va s'établir un circuit de communication assez bizarre et en fait peu efficace, vu l'urgence de la situation. C'est que l'avion, le 747 du PS, va émettre sur la fréquence de Doha, mais comme il s'éloigne de Doha, le contrôleur ne peut plus le recevoir. Donc, l'avion, le Dubai One, capte le message et fait relais donc fait sur la même fréquence vers le contrôleur de Doha, lequel est en conférence téléphonique avec son homologue à Dubaï, et puis c'est comme ça qu'ils discutent. L'avion veut ceci, l'avion veut cela, l'avion du PS est géré de cette manière-là au niveau du contrôle aérien. Ceci allonge donc le chemin que doit prendre la communication. Cet allongement n'aurait pas eu lieu d'être si les pilotes avaient choisi d'aller directement sur Doha, comme il leur avait été proposé si aimablement au début. À un moment donné, le commandant de bord va commencer à se plaindre de son masque à oxygène. Le masque à oxygène ne ramenait rien. L'oxygène, le débit baissait, il avait beau ouvrir le robinet complètement, le débit était en train de baisser. Donc pendant une bonne minute, il va s'en ouvrir au copilote en lui disant « j'ai besoin d'oxygène, j'en ai de moins en moins ». Or, si l'oxygène venait à se tarir dans le masque, la seconde d'après, il aurait commencé à respirer de la fumée toxique, et donc voilà, il fallait trouver une solution très vite. L'une des solutions, c'est que dans le cockpit énorme, par ailleurs, du 747, il y a une armoire, et dans cette armoire, qui est juste après la porte d'entrée, il y a un extincteur, et il y a un appareil, une bouteille d'oxygène, munie d'un détendeur et munie d'un masque. Donc l'idée était de choper cette bouteille-là et de l'utiliser en lieu et place du masque qui était en train de tomber en panne. Le commandant de bord repousse son siège, se lève tout en gardant bien entendu son masque. Il va vouloir aller vers ce placard et là, problème d'ergonomie du Boeing, un détail auquel personne n'avait pensé précédemment, c'est que le tube de son masque est trop court. Il ne lui permet pas d'atteindre la bouteille de secours. Dans ce cas-là, il fait quoi? Il va tenter, il étend le bras, c'est pas possible, il peut pas l'atteindre. Et il doit, vu que son oxygène est en train de baisser en débit, en pression, il doit se résoudre à la seule option possible humainement, c'est que il arrache
son masque, et il marche vers ce placard-là, dans la fumée noire. Il va émettre un propos illustrant qu'il est en train de se perdre, il va dire quelque chose, je vois rien là-dedans, et ce fut la dernière phrase que le copilote a entendue du commandant de bord. Le commandant de bord, en réalité, va chercher cette bouteille, il va se perdre dans le cockpit, dans le noir total, on est dans un avion qui bouge dans tous les sens, il est dans de la fumée, il y a le stress, tout ça, et il ne trouve pas le placard où il y a la bouteille d'oxygène. Et il va s'effondrer quelque part, hors de vue de son collègue, sans jamais avoir atteint cette fameuse bouteille. Le copilote, lui, maintenant, il est seul. Il voit que son collègue ne revient plus. Donc, on imagine son stress, d'autant plus que c'est quelqu'un qui n'est pas très expérimenté sur 747. Il vient de passer sur cet avion. Il n'a pas beaucoup d'heures de vol dessus. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est en mesure, les yeux fermés, littéralement, de trouver les boutons. Les seuls boutons qui arrivent à se distinguer dans la fumée sont les boutons du MCP. Il y a devant lui une sorte de bandeau où il y a des petites fenêtres qui permettent d'alimenter en information le pilote automatique, donc lui dire quoi faire. Néanmoins, il ne connaît pas sa direction, il n'a pas la moindre idée de sa vitesse, il n'a pas la moindre idée où il est. Donc très régulièrement, on va s'engager à un dialogue relativement désespéré. Le copilote est dans une détresse extrême, il commence à demander « Donnez-moi ma vitesse, donnez-moi ma position, donnez-moi mon cap, donnez-moi mon altitude ». La vitesse, le cap se voit au radar, l'altitude se voit également sur le radar secondaire parce qu'elle est transmise par le transpondeur de l'avion. Donc, mais ce message-là doit passer par radio, un avion relais, relayé encore une fois vers la tour de contrôle à Doha, de là par téléphone à Dubaï, revenir par le même chemin. L'avion prend une vitesse assez élevée, c'est-à-dire que au passage des 4500 pieds, l'appareil est à 350 nœuds. Ça signifie qu'il a une vitesse excessive et le copilote ne voit pas vraiment la piste. Alors il cherche à capturer le plan de descente, ou cherche à faire capturer le plan de descente et l'axe de piste au pilote automatique, sauf que la vitesse à laquelle il va l'empêcher justement de faire ceci dans de bonnes conditions. Donc, première chose qui va survenir, c'est qu'au moment où il chope le plan de descente, il est trop haut. Et il va choper un faux lobe de l'ILS. Vous savez, le glide au niveau de l'ILS, on en avait parlé à d'autres occasions. Il a le lobe principal, qui est généralement calé à 3 degrés, bien que certains ILS peuvent être calés autrement. Mais malheureusement, la manière dont ce lobe est fabriqué par un mélange de porteuses et de modulation à 150 et 90 Hz fait que il émet des faux lobes. L'avion va choper un faux lobe, celui à 6 degrés. Il va choper un faux lobe, il va essayer de le suivre. Le pilote sort le train d'atterrissage, mais celui-ci ne sort pas parce que à 350 nœuds, c'est pas possible. La vitesse est trop grande, il y a un système qui empêche la sortie du train d'atterrissage parce que tout simplement la résistance de l'air est trop forte pour que les portes s'ouvrent, etc. Donc il y a des circuits qui empêchent que ceci ne soit tenté. Ils tentent de sortir les volets, même histoire, ils ne sortent pas vu la vitesse de l'avion. Et donc, à un moment donné, de l'aéroport de Dubaï, ils voient ce 747 d'UPS débouler sur eux comme un missile. L'avion passe au-dessus de l'aéroport, trop haut, trop rapide pour atterrir, et puis il s'éloigne de celui-ci. Les contrôleurs aériens, voyant au radar qu'il a raté, même visuellement ça se voyait, il a raté la piste 12 gauche de l'aéroport de Dubaï, vont suggérer au copilote de faire un tour à gauche à 90 degrés. Ils lui disent, si vous faites un tour à gauche, vous serez exactement sur l'alignement, sur l'axe pour un autre aéroport, l'aéroport de Sharjah. Ils lui disent, vous pouvez aller dessus et atterrir. Le problème, c'est que à ce moment-là, il commence à perdre le contrôle de l'appareil. Le pilote automatique se déconnecte et il se retrouve aux prises avec ce 747 qui est complètement impilotable et il ne voit rien du tout. Il ne peut pas voir dehors, il ne peut pas voir les instruments.
Et puis là, pendant à peu près 40 secondes, va s'engager une bataille très, très injuste, bataille à moyens inégaux, entre la force de la gravité et cet avion et ce pilote qui cherche à sauver sa peau. Et l'avion va faire une sorte de mouvement fugoïde, ça signifie qu'il va plonger, remonter, faire une sorte de trajectoire comme ceci, qu'on appelle fugoïde, qui est un échange d'énergie en réalité, c'est une oscillation entre deux types d'énergie, énergie cinétique et énergie potentielle sur fond d'aérodynamique. Et en fait, à un moment donné, ce qu'on voit dans les enregistreurs de vol, c'est que il y a des mouvements au niveau du manche, et en particulier il y a des mouvements où il tire complètement le manche pour éviter d'aller au sol, mais il n'y a pas de congruence avec la surface de vol située tout à l'arrière. Ça veut dire que les surfaces de vol ne répondent plus au pilote. Il tire sur le manche, et la surface de vol à l'arrière ne bouge pas. Donc à ce moment-là, les chances de récupération s'amenuisent. À un moment donné, l'appareil avance vers une zone habitée, et puis il y a une sorte de bénédiction où il va remonter un petit peu, le variomètre va afficher 800 pieds par minute en positif, même si le copilote ne le voit pas. Et par la suite, il part sur la droite et il entame une descente brutale, et c'est l'impact avec le sol. Il n'a pas touché des civils au sol, donc ce crash va causer 2 victimes en réalité. Le commandant de bord qui, pour ainsi dire, d'après les analyses, était décédé bien avant le crash. Il y avait à peu près 50% de taux d'hémoglobine bien attaché à des molécules de monoxyde de carbone, donc c'était incompatible avec la vie, ce qui veut dire que c'était trop tard pour lui, même si l'atterrissage avait eu lieu, il n'aurait pas pu être sauvé. Et bien sûr, le copilote qui n'avait plus les moyens, qui n'avait plus la possibilité de sauver cet avion. L'enquête va être gérée par les autorités locales, mais en réalité déléguée ou sous-traitée au NTSB. Quand on regarde le rapport, qui est d'une excellente facture, montrant que le NTSB a eu des moyens énormes pour réaliser ce rapport, on sent dans les accents de ce rapport les critiques nombreuses et répétées envers la FAA. On sent cette doctrine du NTSB qui est souvent comme chat et souris avec la FAA, l'autorité de régulation aux États-Unis. Alors, l'enquête va s'intéresser au comportement des pilotes, aux choix qu'ils ont fait, mais aussi s'intéresser au chargement de cet avion. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'UPS 006? Alors, les manifestes de chargement allaient indiquer beaucoup de choses. Il y avait des cadres de vélo, il y avait des perruques, il y avait des habits, il y avait des batteries, des piles. Et ça, c'était intéressant parce que ils ont trouvé qu'il y avait un chargement qui était placé dans l'endroit où, semble-t-il, le feu s'était déclaré. Et ce chargement contenait 81 000 pièces de batteries ou de piles au lithium. Alors, ceci va illustrer une difficulté qu'ont aujourd'hui les transporteurs cargo, une inquiétude, un défi en réalité majeur, c'est les batteries au lithium. Les batteries au lithium de nos jours sont de plus en plus petites. Pourquoi? Parce que, prenez un iPad par exemple. Un iPad, s'il avait été fabriqué dans les années 70, il aurait probablement fonctionné sur le secteur, comme on aurait dit. Aujourd'hui, on trouve des gadgets, on trouve des appareils de plus en plus petits, menus, tenus, qui tiennent dans une poche, mais avec des performances extraordinaires en termes de calcul, en termes d'autonomie. Mais cela vient à un prix. Le prix, c'est la fabrication de batteries avec de plus en plus d'électrolytes, de plus en plus concentrés, et tout ça comprimé et installé dans le volume le plus petit possible. Ceci cause très régulièrement des incidents à bord d'avions. Alors, les autorités s'étant rendu compte à ce danger, elles ont interdit le transport de batteries au lithium dans les compartiments cargo de type C. Alors, si vous regardez un 747, on a deux, vous voyez la petite lettre C ici, hein, on a 2 compartiments cargo. Il y a le compartiment C qui est sous les pieds là des passagers, s'il y a des passagers, c'est le compartiment qui n'est pas accessible au pilote.
Là, c'est interdit de transporter des batteries au lithium. C'est pour ça qu'à l'aéroport, on demande aux passagers, est-ce que vous avez un laptop, est-ce que vous avez un ordinateur portable? Et là, dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'aller en soute, parce qu'il comporte des batteries au lithium. Le compartiment où le problème a eu lieu sur le PS006, c'est le compartiment de type E. À l'avant, quelque part à l'avant, là, il y avait le lot de batteries. Le compartiment de type E est défini. Type E, c'est tout simplement, il est accessible à l'équipage. Il n'est pas censé, d'après les règles de certification, il n'est pas censé avoir un système actif d'extinction de feu. Par exemple, des sprinklers, comme on trouverait dans les hôtels et autres, il n'est pas censé en avoir et généralement, il n'en a pas. Donc, il n'y a pas de moyen actif de lutte contre l'incendie. Ça veut dire qu'en réalité, sur le plan du législateur, sur le plan des autorités, tout simplement, l'incendie ne doit pas arriver. On doit s'arranger pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, malheureusement, généralement, ça se termine hyper mal. Le TSB du Canada, Transport Canada, a fait une recherche sur un certain nombre d'avions. Ça a été fait régulièrement aussi par d'autres. Mais l'étude du TSB Canada a montré que quand il y a vraiment un feu avéré dans un avion, la durée de vie de l'avion est de l'ordre de 5 minutes à 37 minutes, avec une moyenne de 17 minutes. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a 17 minutes entre le feu et le crash, ou entre le feu et l'atterrissage. Ça veut dire que l'avion qui ne pose pas dans les 17 minutes, en moyenne, cet avion ne posera jamais. D'accord? Parce qu'il s'écrasera. Parce que le feu va très rapidement rendre l'habitacle invivable par une augmentation de la température. Comme le Suissar 111, où littéralement le cockpit, ils ont trouvé du métal qui avait bouilli, qui avait coulé, qui était liquide dans le cockpit, pour vous dire l'élévation de la température, ce que ça peut donner, mais aussi une dégradation des équipements, des instruments et des surfaces des surfaces de contrôle, ou plutôt les moyens de contrôler ces surfaces-là, comme par exemple ici, dans l'UPS, les câbles. Donc, le problème, c'est, avec ces piles qui sont transportées dans les avions, je disais, c'est qu'il y a un risque de ce qu'on appelle un emballement thermique de ces piles. On peut prendre une pile, comme elles sont très denses et énergétiquement très, très chargées, parfois elles peuvent même être surchargées, eh bien elles peuvent des fois, toutes seules, sans être nécessairement en utilisation, elles peuvent prendre feu. Exemple, il y a eu quelques années un Boeing 787 qui venait d'Asie, venait je crois de Séoul, il allait vers London Heathrow, et en vol, niveau 380, 380, il y a un passager qui avait une batterie de chargement, pour charger son iPhone et autres. Il l'a fait tomber, elle glisse entre les sièges, donc elle tombe entre les sièges. Après, il y a le passager à côté qui bouge son siège, et la batterie va se retrouver écrasée. Ceci a suffi pour qu'elle prenne feu et qu'elle parte en emballement thermique. Les British de ce vol ont tellement paniqué, les pilotes, que entre le niveau 380 et l'atterrissage en Russie, il y a eu 15 minutes. Pour vous dire, ils ont atterri tambour battant. Ces batteries, sur choc, parfois toutes seules spontanément, quand elles ont des défauts de fabrication, mais aussi sur court-circuit externe, parce qu'elles ont touché un truc en métal ou autre, ou bien court-circuit interne. Elles peuvent partir dans cet emballement-là. Ça veut dire que la température va augmenter très brutalement. Et elles vont communiquer cette température aux voisines. Donc s'il y a des cellules de batterie voisines, ou un stock de batterie voisine, elles vont chauffer. Quand elles vont chauffer, elles vont rentrer aussi dans cet emballement-là. Elles vont cracher du feu, elles vont cracher des flammes, et bien sûr, s'il y a du cargo à côté, s'il y a des ballots d'habits ou autres à côté, ça va prendre feu. Sur le plan de la réglementation, il n'y a pas de détecteur d'incendie vraiment, mais il y a des détecteurs de fumée. Le détecteur de fumée, d'après la certification, il doit dans la minute après le début de l'incendie, mettons-nous, il doit lancer une détection. Airbus avait proposé une solution un petit peu alternative. Il avait proposé aux autorités, nous pouvons augmenter, si vous nous laissez augmenter le délai d'1 minute à 2 minutes, on va pouvoir créer un appareil qui aurait un taux de détection, un taux de faux positif
inférieur de 90% à ce qui se fait maintenant. Les autorités ont dit non. La minute, on insiste. Et cet argumentaire est complètement ahurissant, parce que quand vous regardez les règles de certification, il faut toujours faire gaffe. Sur le papier, il y a la règle de certification telle qu'elle est écrite noir sur blanc sur le papier, mais telle qu'elle sera vécue et mise en place et interprétée et comprise par les auditeurs de la FA, par exemple. Sur le papier, en une minute, le détecteur doit pouvoir lancer une alarme. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que dans la certification, l'audit se fait avec des flammes et un feu qui est allumé dans un conteneur ouvert, avec le détecteur d'incendie au-dessus, ou le détecteur de fumée au-dessus. Donc, le feu se déclenche, la fumée commence, et dans la minute, le détecteur doit se déclencher. Dans ce cas-là, on valide l'audit. Dans les avions, les objets transportés sont dans des palettes, sont des fois dans des conteneurs. Les conteneurs sont protégés par une sorte de toile cirée contre la pluie, et parfois emballés encore de filets ou autres, de sorte que, comme dans ce cas-là, de l'UPS 006, il a été estimé qu'il s'est probablement passé, si on est réaliste cette fois-ci, si on ne parle pas de certification, si on est réaliste, probablement 15 minutes entre l'incendie, le début d'incendie qui a dû survenir probablement durant la montée initiale, et le déclenchement de l'alerte au niveau du cockpit. Une bonne quinzaine de minutes. On n'a pas compris pourquoi les pilotes, on n'a jamais compris pourquoi les pilotes n'ont pas choisi l'aéroport le plus proche, qui était celui de Doha, au Qatar, vers lequel ils se rapprochaient, au lieu s'engager dans un demi-tour pour revenir à l'aéroport de Dubaï qu'ils n'ont jamais atteint. En simulateur, les tests ont montré qu'il était possible d'atteindre l'aéroport de Doha en 17 minutes. L'avion s'est écrasé au bout de 29. Entre l'alarme et l'écrasement, il y a eu 29 minutes. Entre l'alarme et l'atterrissage à Doha, de manière réaliste, on prend un minimum de 17 minutes. Mais si on est réaliste, on rajoute 3 minutes. Lié au guidage radar, au ralentissement de l'avion, il faut ralentir, sortir le train. Donc, si les pilotes avaient piqué sur l'aéroport de Doha à la vitesse littéralement, soit la vitesse maximale, soit même en y allant un petit peu au-dessus, en se permettant un petit clac, un petit peu de survitesse, ils auraient pu, et en ralentissant à la dernière minute, sortis des traînées et tout ça, et en atterrissant, ils auraient pu de manière réaliste atterrir en 20 minutes à l'aéroport de Doha. En faisant le choix de revenir, ils s'étaient mis justement en danger. La réalité, c'est que le choix, vraiment, n'était pas entre Doha et Dubaï. Le choix était entre Doha et l'amérissage. Était-il possible d'atteindre Doha du tout? Peut-être que l'amérissage aurait pu être envisagé. Ça a été testé par les enquêteurs, mais ils n'ont jamais pu déterminer si vraiment c'était réaliste de faire un amérissage avec cet avion. En particulier, ça aurait dû se faire au pilote automatique. Donc c'est discutable. Autre chose qui a été discutée et qui est discutable, c'est le fait d'avoir été à 10 000 pieds. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un moyen passif de lutte contre l'incendie dans les avions, cargo en particulier, qui consiste à dépressuriser l'avion. La checklist, j'en avais une quelque part, la checklist dit, vous descendez ou vous montez à 25 000 pieds. Façon de dire, vous allez à 25 000 pieds pour étouffer l'incendie. Parce que quand on va à 25 000 pieds et on dépressurise, il y a moins d'air, il y a moins d'oxygène dans l'avion. Donc forcément, un feu aura moins de ressources et il pourra potentiellement s'éteindre. Je peux expliquer pourquoi 25 000 pieds. La raison, c'est que c'est un compromis qui a été trouvé par la FAA quelque part. Parce que si on regarde, grosso modo, ce que vous voyez ici, cet histogramme, c'est la vitesse de propagation du feu avec l'altitude. Là, c'est au niveau de la mer, et là, altitude croissante. Celle-ci, c'est 26 000 pieds. Vous remarquez qu'au début, le fait que l'altitude augmente a un effet assez réaliste et assez visible, et assez fort sur la propagation de l'incendie. Arrivé dans cette zone-là, on voit qu'il n'y a pas énormément de variations. D'accord ? Donc, l'idée de départ, au lieu d'aller à 10 000 pieds, on a dit, oui, pourquoi les pilotes n'auraient pas été à 25 ?
S'ils avaient été à 25, dépressurisés, ils auraient peut-être eu leur chance, peut-être. Aussi, on n'a pas compris pourquoi ils ont arrêté tous les systèmes de conditionnement d'air. Mais c'est peut-être lié à une volonté de dépressuriser aussi. Parce que ceci a causé que la pression s'est égalisée entre le compartiment cargo et le compartiment où il y a les pilotes, le cockpit. Et ceci a immédiatement attiré de la fumée noire à l'intérieur du cockpit. Autre chose à dire sur ce sujet-là, sur cette histoire des 10 000 pieds ou des 25 000 pieds, de priver le feu d'oxygène, il y a des études qui montrent que le problème, c'est que même si on prive le feu d'oxygène à 25 000 pieds, et il faudra bien sûr atterrir à un moment donné. Il n'y a pas un aéroport à 25 000 pieds, il faudra atterrir. Le problème, c'est que souvent, ce qui a été calculé, c'est que si l'oxygène revient, le feu redémarre. Il peut redémarrer de plus belle, ça signifie plus violemment qu'avant. Ça peut arriver. Donc là, dans la checklist, par exemple, qui est proposée aux pilotes, qui dit montez ou descendez à 25 000 pieds, quand les conditions le permettent, et atterrissez à l'aéroport le plus proche. Il y a une sorte d'incohérence. C'est-à-dire que, comment aller à 25 000 pieds, mais en même temps, il faut atterrir. Donc on voit que même sur le plan opérationnel, l'histoire de la lutte contre un vrai incendie dans un avion reste juste une question de ça ne doit jamais arriver. Si ça arrive, on ne sait pas trop quoi faire. Autre chose, les batteries, les piles au lithium, ne sont pas affectées par un manque d'oxygène. Si vous prenez un lot de piles au lithium, même dans l'espace, elles pourraient prendre feu et elles pourraient faire exactement la même histoire. Elles n'ont pas besoin d'oxygène. Les feux de métaux n'ont pas besoin d'oxygène. C'est pour ça d'ailleurs que les pompiers, quand une voiture électrique ou hybride prend feu, ont énormément de mal à les éteindre. Parce que c'est des incendies dits de catégorie D, même en les couvrant de mousse et d'eau et tout ça, ils continuent à travailler à l'intérieur. Mais une dépressurisation aurait peut-être permis de réduire peut-être la propagation du feu vers l'autre, le reste du cargo. Sachant qu'en moyenne, il a été calculé que dans un avion de ligne avec 100 personnes à bord, classique, un avion avec 100 personnes à bord, il y a à peu près 500 batteries, dont beaucoup viennent de marchés gris, dont beaucoup sont fabriqués avec des normes pourries, dont beaucoup sont des batteries qui, sur un choc, parfois même pas nécessairement violent, peuvent partir en emballement thermique. Brûler un sac à dos, brûler un siège, brûler une valise, etc. Donc c'est vrai que ça reste, et même la FAA a dit, sur le plan du cargo, il y a des possibilités de voir des accidents graves survenir parce qu'ils n'ont pas de vraies solutions. D'autant plus que les expéditeurs, comme dans ce cas-là, de Hong Kong, parfois ils mentent sur le cargo. Parfois ils expédient du cargo et puis ils sont devenus experts à mentir sur les documents. Comme dans le cas de ce crash, de 747-400 du PS, il y a la compagnie qui l'avait envoyé, qui s'appelle AA Worldwide quelque chose, ils avaient menti sur le contenu du cargo, justement pour ne pas attirer l'attention dessus et qu'on ne le retourne pas. Donc voilà. Dernière chose pour terminer, il faut savoir une chose, il y a une procédure qui n'est pas indiquée dans le checklist, qui ne sera jamais dans le checklist, qui n'est pas une procédure enseignée ou expliquée ou autre, mais qui aurait peut-être pu sauver ce copilote qui baignait dans ce nuage noir dans lequel il voyait rien, surtout quand il était proche de l'aéroport et qu'il avait besoin vital de voir la piste pour pouvoir y poser, c'était ouvrir le hublot. Il n'a pas eu l'idée de le faire, mais il était possible d'ouvrir le hublot du 747. L'avion était dépressurisé, en un coup de main il l'aurait ouvert, il y aurait tellement de vent à l'intérieur que ça aurait chassé la fumée. Ça lui aurait permis d'atterrir. Je vais vous montrer une vidéo pour finir, vidéo de mauvaise qualité, mais elle est intéressante à voir, une vidéo d'entraînement de Boeing, où il montre une situation où un 737 au décollage, il atteint une vitesse élevée, pas nécessairement V1, mais une vitesse assez élevée qui rend le rejet ou l'annulation du décollage assez dangereuse, vu l'énergie en jeu à ce moment-là. Et soudainement, une fenêtre qui était mal fermée, côté commandant de bord, va s'ouvrir. La recommandation Boeing sur un coup pareil, c'est pas de rejeter le décollage, c'est de continuer à décoller. C'est de continuer. Et vous regardez dans la vidéo, remarquez, il y a une feuille, il y a une carte qui est placée sur le manche,
bien sûr, elle va bouger dans tous les sens, mais elle n'est pas déchirée. Ça veut dire que la force de l'air qui rentre n'est même pas suffisante pour déchirer un papier. Donc, et ils disent, on peut décoller comme ceci, fermer la fenêtre en vol, et si ce n'est pas possible de la fermer, toujours revenir atterrir. Mais en tout cas, ça vaut pas la peine de rejeter un atterrissage à haute vitesse sur la foi d'un hublot qui s'ouvre. Pour dire qu'un avion peut voler avec un hublot ouvert. Ceux qui avaient tenté d'ouvrir un hublot, c'était le 747 Combi, le SP de chez South African Airways, la compagnie sud-africaine à l'époque de l'apartheid, quand ils étaient pratiquement sous embargo un peu partout. Ils faisaient des vols extrêmement lents avec des 747 Combi, moitié passagers, moitié cargo. Parfois, il y avait de l'armement dans le cargo. Et en fait, ils ont eu un incendie qui s'est déclaré alors qu'ils n'étaient pas très loin de leur destination, il leur restait pas beaucoup. Et à un moment donné, en vol, quand ils ont été envahis par la fumée, ils ont ouvert un hublot du 747. Ça se fait. Bon, les gaz sont écrasés quand même. C'était pas parce qu'ils ont ouvert un hublot, c'est parce que tout simplement, c'en était trop. La structure de l'appareil était fragilisée par l'incendie qui avait pris des proportions bibliques. Et donc, ça a causé le crash. Mais dans le cas du 747 du PS, c'est quand même étonnant qu'aucun pilote sur la fréquence lui ait signalé. Mais c'est le béaba, parce que le gars, il demandait quoi faire. Il était complètement perdu. Personne lui a dit ouvre cet hublot et voilà quoi. En désespoir de cause. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Ceci aurait créé une surpression et apporté assez d'air pour éviter ça. Regardez la vidéo de Boeing. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci de votre soutien. Merci à ceux qui soutiennent ce canal sur Patreon. J'aurais jamais pu faire cela sans vous. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Il y a beaucoup de vidéos en préparation, vraiment beaucoup. Restez avec moi. À très bientôt. Recall. Check. Flight controls. Check. Flaps. Okay, I got the bottom of the flaps are 1-1 green light. Stab trim. Check. Okay. Cockpit doors closed. Boeing 900, runway 14 left at taxiway Foxtrot, cleared for takeoff. Boeing 900 is cleared for takeoff. Here we go. Airspeed alive. Continue! The correct decision is to continue the takeoff, get to a safe altitude, and close the window. If the window has been damaged and will not close, you can still declare an emergency and return to the airport. Get the airplane back? 3,000 feet level. Your aircraft. The airplane can fly and land just fine with the window open. Although the noise can be high and make communications difficult, there is very little turbulence in the flight deck. The shape of the fuselage forces the air away from and around the number 2 window.